Sommes-nous responsables des actions de nos ancêtres? La question de savoir si nous sommes responsables des actions de nos ancêtres invite à une réflexion profonde sur la nature de la responsabilité, de l'identité et de la transmission intergénérationnelle. Traditionnellement, la responsabilité est perçue comme l'obligation de répondre à ses propres actes, en fonction de sa conscience et de sa liberté de choix. Cependant, cette conception est-elle suffisante pour appréhender notre lien avec le passé et les actions de ceux qui nous ont précédés? Philosophiquement, la responsabilité peut être envisagée sous différents angles. Selon l'encyclopédie philosophique, elle englobe 4 sens principaux. Être responsable de ce que l'on est, de nos actions ou omissions, de leurs conséquences, et être responsable de certaines tâches ou personnes. Cette classification met en lumière la complexité de notions, suggérant que la responsabilité ne se limite pas à nos actions immédiates, mais s'étend potentiellement à des domaines plus vastes. De plus, des philosophes tels qu'Hannah Arendt ont introduit l'idée que nous pouvons être responsables de ce que les générations passées ont produit. Cette perspective élargit la responsabilité morale au-delà de l'individu, impliquant une forme de continuité éthique à travers le temps. Ainsi, les actions de nos ancêtres pourraient-elles influencer notre devoir moral envers les générations futures? Par ailleurs, la question de la responsabilité collective mérite d'être examinée. Sommes-nous, en tant que membres d'une société, responsables des injustices commises par nos prédécesseurs? Cette interrogation touche à la notion de mémoire collective et la manière dont les sociétés reconnaissent et assument leur passé. Le philosophe Edgar Morin évoque les cécités de la connaissance et souligne l'importance de la connaissance pertinente pour comprendre notre condition humaine et notre identité terrienne. Cette réflexion suggère que la reconnaissance des erreurs passées est essentielle pour éviter leur répétition et pour assumer une responsabilité partagée. En somme, la question de notre responsabilité envers les actions de nos ancêtres ne trouve pas de réponse simple. Elle nous pousse à reconsidérer les frontières de la responsabilité morale et à réfléchir sur la transmission de valeurs et des erreurs à travers les générations, et à réévaluer notre rôle dans la perpétuation ou la correction des injustices du passé. Cette réflexion est essentielle pour construire une société consciente de son histoire et engagée dans une démarche éthique. Et toi, penses-tu que nous sommes responsables des actions de nos ancêtres? La question du libre arbitre interroge la nature de nos décisions. Sommes-nous véritablement libres de choisir nos actions, ou sommes-nous soumis à des déterminismes qui orientent inéluctablement nos choix? Cette interrogation a traversé les siècles, alimentant les débats philosophiques et scientifiques. Le philosophe néerlandais Spinoza, au XVIIe siècle, a apporté une perspective radicale sur cette question. Dans sa Lettre à Schuller, Spinoza suggère que l'idée du libre arbitre est une illusion. Il compare l'homme à une pierre lancée en mouvement, qui croit se déplacer librement, ignorant les causes qui l'y ont conduite. Selon lui, tout, y compris nos pensées et nos actions, est soumis à des causes antérieures. Ainsi, nos décisions, loin d'être le fruit d'une volonté libre, seraient le résultat d'une chaîne causale, ininterrompue. Si nos actions sont le produit de causes antérieures, cela remet en question notre responsabilité morale. Sommes-nous réellement responsables de nos actes si nous n'avons pas le pouvoir de les choisir librement? De plus, cette vision peut influencer notre perception de la justice et de la punition, car elle suggère que les individus agissent en fonction de déterminismes qu'ils ne contrôlent pas. Il est essentiel de différencier la liberté, en tant que capacité d'agir selon la volonté, et le libre arbitre, en tant que faculté de choisir indépendamment toute cause. Spinoza propose que la véritable liberté réside dans la compréhension des causes qui nous déterminent. En d'autres termes, être libre ne signifie pas agir sans cause, mais comprendre les influences qui guident nos actions, et ainsi acquérir une forme de liberté intérieure. Cette perspective invite à une introspection profonde. Prenons-nous réellement nos décisions de manière autonome ou sommes-nous le produit de notre environnement, de notre éducation ou de nos expériences passées? Reconnaître les influences qui façonnent nos choix peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cependant, accepter cette vision peut être déstabilisant, car elle remet en question notre conception de l'autonomie et de la responsabilité individuelle. Jusqu'où obéissons-nous à l'autorité?
Stanley Milgram a mené, dans les années 1960, une série d'expériences visant à comprendre les mécanismes sous-adjacents de l'obéissance à l'autorité. Inspiré par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, notamment la Shoah, Milgram cherchait à déterminer jusqu'où l'individu ordinaire pouvait aller sous l'influence d'une figure d'autorité légitime. L'expérience consistait à demander à des participants d'administrer des décharges électriques de plus en plus fortes à une personne qui est en réalité complice à chaque fois qu'elle commettait une erreur lors d'une tâche d'apprentissage. Malgré les cris simulés de douleur et les supplications de la victime, une majorité significative des participants continuait à obéir aux ordres de l'expérimentateur, un scientifique en blouse blanche. Cette expérience met en lumière la capacité des individus à se conformer à des ordres, même lorsqu'ils vont à l'encontre de leurs valeurs morales et personnelles. Milgram a introduit le concept d'état argentique pour décrire le processus psychologique par lequel une personne se considère comme un instrument exécutant à la volonté d'une autorité, déléguant ainsi la responsabilité de ses actions à cette dernière. Cet état réduit la tension morale que pourrait provoquer l'infliction de souffrance à autrui, car l'individu se perçoit comme agissant sous la direction d'une figure d'autorité. L'expérience de Milgram soulève alors des questions profondes sur la nature de l'obéissance et de la responsabilité individuelle. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont les structures sociales et hiérarchiques peuvent influencer le comportement humain, et parfois au détriment de l'éthique personnelle. Comment se fait-il que des personnes apparemment ordinaires puissent commettre des actes qu'elles réprouveraient dans d'autres circonstances? Qu'est-ce qui nous pousse à suivre aveuglément des ordres, même lorsque nous savons qu'ils causent du tort? Ces questions sont d'autant plus pertinentes dans des contextes modernes où l'autorité et la conformité jouent des rôles cruciaux dans divers aspects de la société. Il est essentiel de noter que Milgram ne cherchait pas à accuser les individus ayant participé à l'expérience, mais plutôt à comprendre les conditions qui favorisent l'obéissance aveugle. Il mettait en garde contre les dangers potentiels d'une soumission non critique à l'autorité, suggérant que, dans certaines situations, n'importe lequel d'entre nous pourrait être amené à commettre des actes contraires à nos principes moraux. Tout cela sous l'influence d'une figure d'autorité perçue comme légitime. En somme, l'expérience de Milgram sert de miroir reflétant les aspects sombres de la nature humaine et nous incitant à examiner de manière critique nos propres comportements ainsi que les structures d'autorité auxquelles nous nous sommes soumis. Elle nous pousse à interroger les mécanismes psychologiques qui sous-entendent l'obéissance et à considérer les implications éthiques de nos actions dans des contextes d'autorité. Et toi, jusqu'où irais-tu pour obéir à l'autorité? La question de savoir si la société est une construction artificielle renvoie à une réflexion profonde sur l'origine et la nature de nos institutions. Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre majeure du contrat social, offre une perspective éclairante sur le sujet. Selon lui, l'homme n'est libre, mais partout, il est dans les fers. Cette observation met en lumière le fossé entre notre état naturel et les structures sociales complexes que nous avons édifiées. Jean-Jacques Rousseau postule que l'homme primitif vivait dans un état de nature, caractérisé par la liberté et l'égalité. Cependant, avec l'avènement de l'agriculture et la notion de propriété privée, des inégalités ont émergé, menant à la corruption morale et à la perte de liberté. Pour remédier à cette situation, Rousseau propose le concept de contrat social, une convention collective par laquelle les individus s'engagent à créer une société fondée sur la volonté générale et l'intérêt commun. Ce contrat social est présenté comme une solution à l'état de nature, visant à établir une association politique et légitime qui protège les droits et les biens de chaque individu. Il s'agit d'une construction délibérée, une réponse aux défis posés par l'évolution sociale et économique. Ainsi, la société, selon Rousseau, est effectivement une construction artificielle, née de la volonté collective de surmonter les défauts de l'état de nature. Cette perspective invite à réfléchir sur la nature de nos institutions actuelles. Sommes-nous toujours soumis aux structures sociales qui restreignent notre liberté individuelle? Le contrat social de Rousseau suggère que la légitimité d'une société repose sur sa capacité à refléter la volonté générale et à promouvoir l'égalité. Dans nos sociétés contemporaines, où les inégalités persistent et où le pouvoir est souvent concentré entre les mains de quelqu'un, pouvons-nous vraiment dire que ces principes sont respectés? En définitive, la réflexion sur le caractère artificiel de la société nous pousse à examiner la légitimité et l'efficacité de nos structures sociales.
Cette interrogation est essentielle pour quiconque cherche à comprendre les fondements de notre organisation sociale et à envisager des alternatives plus justes et plus libres. Sommes-nous bons ou mauvais par nature? La question de la nature humaine, à savoir si l'homme est intrinsèquement bon ou mauvais, a traversé les siècles et nourrit les débats philosophiques. Cette interrogation invite à explorer les fondements de notre moralité et à comprendre les influences qui façonnent notre comportement. Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, proposait une vision selon laquelle l'homme n'est naturellement bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Dans son ouvrage « Du contrat social », il avance que l'homme, à l'état de nature, est guidé par la pitié et l'amour-propre, des sentiments qui le poussent à rechercher son bien-être, sans nuire aux autres. Cependant, avec l'émergence de la civilisation, des institutions et des inégalités sociales, l'homme s'éloigne de sa bonté originelle, en adoptant des comportements égoïstes et compétitifs. À l'opposé, Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, soutenait que l'homme est naturellement égoïste et que sans une autorité centrale forte, la vie serait solitaire, pauvre, désagréable, brutale et courte. Selon Hobbes, pour éviter le chaos, les individus doivent céder une partie de leur liberté à un souverain, établissant ainsi un contrat social qui garantit la sécurité de l'ordre. La distinction entre nature et culture est essentielle pour comprendre la nature humaine. La nature est souvent perçue comme l'ensemble des caractéristiques innées, biologiques et universelles de l'homme, tandis que la culture englobe les apprentissages, les traditions et les influences sociales. Cette dichotomie soulève la question de savoir dans quelle mesure nos actions et nos valeurs sont déterminées par notre biologie ou par notre environnement social. Au-delà des théories philosophiques, il est évident que l'environnement social et culturel joue un rôle majeur dans le développement de notre moralité. Les normes, les valeurs et les institutions sociales influencent nos comportements et nos perceptions du bien et du mal. Par exemple, ce qui est considéré comme moral dans une culture peut être perçu différemment dans une autre. En définitive, la question de savoir si nous sommes bons ou mauvais par nature n'a pas de simple réponse. Elle nous pousse à réfléchir sur nos origines, nos influences et notre capacité à choisir. Sommes-nous le produit de notre biologie, de notre culture, ou bien d'une interaction complexe entre les deux? Cette réflexion nous invite à examiner nos propres actions, à comprendre les forces majeures qui nous façonnent, et à envisager comment nous pouvons, en tant qu'individus et société, orienter notre nature vers des valeurs que nous jugeons souhaitables. Et vous, pensez-vous qu'à la base, l'homme est bon ou bien mauvais? Le paradoxe de Newcomb. Le paradoxe de Newcomb est une expérience de pensée qui interroge nos intuitions sur la rationalité, la prédiction et la liberté de nos choix. Imaginons que vous vous trouviez face à deux boîtes. La boîte A, transparente, contenant 1000 $, et la boîte B, opaque, dont le contenu est inconnu. Imaginons maintenant un être doté d'une capacité de prédiction quasi parfaite. Il aura déjà déterminé le contenu de la boîte B, en fonction de ce qu'il anticipe, que vous choisirez. Si cet être prévoit que vous ne prendrez pas la boîte B, il place 1 million $. Si au contraire, il prévoit que vous prendrez les deux boîtes, il laisse la boîte B vide. Vous devez maintenant décider si vous preniez uniquement la boîte B ou les deux boîtes. Deux raisonnements apparents logiques conduisent à une conclusion opposée. Le premier, basé sur la théorie de la décision et le principe de dominance stratégique, suggère que vous devriez toujours prendre les deux boîtes. En effet, quelle que soit la prédiction faite, prendre les deux boîtes semble toujours rapporter plus d'argent. Si le prédicteur a prévu que vous prendriez les deux boîtes, la boîte B contient 0 $ et vous obtiendrez seulement 1000 $. Le second raisonnement, influencé par la confiance dans la capacité de prédiction de l'autre, recommande de ne prendre que la boîte B. En supposant que le prédicteur est presque infaillible, si vous choisissez les deux boîtes, il est probable que la boîte B soit vide. En prenant que la boîte B, vous maximisez vos chances d'obtenir le million de $. Ce paradoxe met en lumière le conflit entre deux approches de la rationalité. D'une part, la maximisation des gains, qui privilégie la prise des deux boîtes. D'autre part, la confiance dans la capacité de prédiction, qui favorise le choix de la seule boîte B. Il soulève également des questions sur la causalité et la temporalité. Comment concilier le fait que le contenu de la boîte B dépend de votre futur, alors que ce contenu est déterminé par une prédiction faite avant votre décision? Ce dilemme nous pousse à réfléchir sur la nature de nos choix. Sommes-nous réellement libres de nos décisions ou sommes-nous prévisibles et influencés par des facteurs extérieurs?
Le paradoxe de Newcomb nous invite à examiner nos intuitions sur la liberté, la prédiction et la rationalité, sans fournir de réponse définitive, mais en nous encourageant à explorer les profondeurs de ces concepts. Et vous, auriez-vous pris la boîte B ou bien les deux boîtes ? Peut-on être heureux sans amour ? La question de savoir si l'on peut être heureux sans amour invite à une réflexion profonde sur la nature du bonheur et le rôle que jouent les relations affectives dans notre épanouissement personnel. Le philosophe helléniste Barbara Cassin, récemment élue à l'Académie française, offre une perspective intéressante sur ce sujet. Selon elle, il existe une pluralité d'expériences et d'âges intérieurs qui contribuent à notre bien-être, indépendamment de l'amour romantique. D'autres philosophes et psychologues partagent cette idée. Par exemple, la psychologue Bella De Polo a mené des recherches montrant que les personnes célibataires peuvent éprouver des niveaux élevés de bonheur et d'épanouissement personnel. Elle souligne que le célibat offre l'opportunité de se concentrer sur soi-même, de développer ses passions et d'entretenir des relations amicales enrichissantes. Cette perspective met en lumière que le bonheur peut être trouvé dans l'autosuffisance émotionnelle et la réalisation personnelle, sans dépendre d'une relation amoureuse. En outre, il est important de considérer que la société moderne valorise fortement les relations amoureuses, parfois au détriment d'autres formes de bonheur. Les médias, la culture populaire et même nos cercles sociaux peuvent créer une pression implicite suggérant que le bonheur est intrinsèquement lié à l'amour romantique. Cependant, cette vision peut être réductrice et ne pas tenir compte de la diversité des expériences humaines. De nombreuses personnes trouvent le bonheur dans leur carrière, leurs amitiés, leurs hobbies ou encore leur engagement communautaire. Cela suggère que le bonheur est une construction personnelle, influencée par nos choix, nos valeurs et nos expériences, plutôt que par un seul facteur externe, l'amour. Il est également pertinent de noter que certaines études ont montré que les personnes en couple ne sont pas nécessairement plus heureuses que celles qui sont célibataires. Par exemple, une étude a relevé que des personnes célibataires peuvent ressentir un plus grand sens de la liberté et une plus grande créativité. Cela remet en question l'idée selon laquelle l'amour romantique est indispensable au bonheur et ouvre la voie à une compréhension plus nuancée de ce dernier. En définitive, la question de savoir si l'on peut être heureux sans amour ne trouve pas de réponse universelle, car le bonheur est une expérience subjective et multifacette. Néanmoins, il est essentiel de reconnaître que l'amour romantique n'est pas le seul chemin vers le bonheur. En explorant diverses avenues d'épanouissement personnel, en cultivant des relations significatives et en poursuivant des passions individuelles, chacun peut découvrir sa propre définition du bonheur, et cela indépendamment de son statut amoureux. Et toi, penses-tu que l'on peut être heureux sans amour ? Peut-on apprendre sans expérience sensorielle ? L'expérience de pensée du monde de Marie, imaginée par le philosophe australien Frank Jackson en 1982, invite à réfléchir sur la nature de la connaissance et les limites potentielles de l'apprentissage dépourvu d'expériences sensorielles directes. Cette hypothèse met en lumière la distinction entre deux formes de savoir. Le savoir théorique, acquis par l'étude et l'analyse, et le savoir expérientiel, fondé sur la perception directe et personnelle. Imaginons Marie, une scientifique exceptionnelle spécialisée dans la neurophysiologie de la vision des couleurs. Depuis sa naissance, elle vit confinée dans une chambre entièrement noire et blanche, privée de toute exposition aux couleurs. Toutefois, grâce à des moyens technologiques sophistiqués, elle a accès à une multitude d'informations théoriques sur les couleurs, les longueurs d'onde lumineuses associées à chaque teinte, les réactions neuronales correspondantes et même les descriptions verbales des expériences colorées rapportées par d'autres individus. Marie possède ainsi une connaissance exhaustive des aspects physiques et scientifiques liés aux couleurs. Cependant, un jour, Marie est autorisée à quitter sa chambre et, pour la première fois, elle perçoit directement les couleurs en les observant dans le monde extérieur. Face à cette nouvelle réalité sensorielle, une question émerge. Marie acquiert-elle une forme de connaissance supplémentaire lors de cette expérience ? Malgré sa compréhension théorique approfondie, il semble qu'elle découvre quelque chose de fondamental qu'aucune description ne pouvait lui transmettre. Cette situation soulève des interrogations sur la nature de l'apprentissage et de la connaissance. Peut-on véritablement comprendre pleinement un aspect de l'expérience humaine sans y participer directement ? Le savoir théorique est-il suffisant pour appréhender la totalité de l'expérience humaine ?
Ou existe-t-il des dimensions de la connaissance qui échappent à l'analyse intellectuelle et ne peuvent être saisies que par l'expérience personnelle? L'expérience de Marie met en exergue la notion de qualia, ces aspects qualitatifs et subjectifs de nos perceptions conscientes. Même en disposant de toutes les données objectives sur les couleurs, Marie ne pouvait en aucun cas appréhender la sensation intrinsèque de voir rouge ou de ressentir la fraîcheur du bleu sans les percevoir elle-même. Ce qui suggère que certaines dimensions de la réalité sont inaccessibles sans expérience directe, invitant à reconsidérer les limites du savoir purement intellectuel. Cette réflexion a des implications profondes sur notre compréhension de la conscience et de l'esprit humain. Elle suggère que la conscience subjective et les expériences personnelles constituent des sources de connaissances distinctes qui ne peuvent être entièrement expliquées par les descriptions objectives ou scientifiques. Ainsi, même avec une connaissance exhaustive des mécanismes physiques sous-jacents à nos perceptions, il pourrait demeurer une part de l'expérience humaine qui échappe à la compréhension complète sans l'expérience vécue. En somme, l'expérience de Marie nous invite à réfléchir sur la nature et les limites de la connaissance humaine, en particulier concernant les aspects subjectifs de notre expérience, qui nous poussent à reconnaître que certaines vérités. Et toi, penses-tu que, malgré tout son savoir, Marie aurait pu reconnaître les couleurs